3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Lors de ma vidéo sur RJ Barrett, les 1500 pouces bleus ont carrément été explosés, merci à vous. Donc comme promis, avant de vous parler du concours avec Basket Le Mag en fin de vidéo, on va évoquer une toute dernière fois la draft cette année avec un nouveau Airball Project. Et plutôt que de faire un scouting report sur un seul joueur cette fois-ci, ce qui aurait fait pas mal de déçus, on va parler de 5 prospects. 5 pour le prix d'un, tu vas parler de qui? Ben comme d'hab, je vais prendre ma boule de cristal pour cette vidéo. Et l'objectif sera de déterminer qui les Lakers vont choisir avec leur pick numéro 4. Attends, je suis pas sûr de comprendre, tu connais déjà les 3 premiers picks. Ben disons que depuis le début de la chaîne, en plus de Sekou Doumbouya, j'ai déjà parlé de Zion Williamson, Ja Morant et RJ Barrett. Et sauf cataclysme, je pense que ces 3 joueurs composeront le top 3 de cette draft 2019. Du coup, après ce trio de tête assez prévisible, les Lakers auront une multitude de choix. Je vois, et t'es sûr qu'ils vont pas le transférer, leur pick numéro 4? Ah ça non, je suis sûr de rien, un trade est carrément dans les cartons si l'on écoute les rumeurs. Et s'il y a un trade avant que les Lakers choisissent, je peux absolument pas savoir avec quelle équipe ce sera. Voici donc mon scénario du jour. C'est le moment de la draft et les Californiens ont toujours leur pick numéro 4. C'est à eux de choisir et l'idée de réaliser un transfert pour choper une superstar est toujours là, mais il n'y a aucune certitude sur le fait que ça se fera. Voilà pourquoi faut que je trouve un joueur qui sera susceptible d'intéresser d'autres équipes, mais aussi un joueur qui pourra fitter avec les Lakers si aucune transaction n'a lieu. Ok, ça paraît cohérent, tu vas cibler quel poste du coup? Je ne vais cibler aucun poste. Avec Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, LeBron James et Kyle Kuzma, les Lakers ont déjà du talent partout. Alors pour moi, faut soit prendre le joueur qui fitera le mieux avec ce qu'il y a déjà, soit prendre le joueur qui a le plus de valeur sur le marché des transferts. C'est au choix, et le mieux c'est sûrement de mixer ces deux paramètres pour ne se fermer aucune porte en vue de l'off-season. Je comprends l'idée, et c'est qui alors ces 5 joueurs qui pourraient être draftés par les Lakers selon toi? Ceux qui après le probable trio de tête sont pour moi les 5 meilleurs. Voici la liste dans l'ordre alphabétique. Jarrett Culver, Darius Garland, DeAndre Hunter, Cam Reddish et Kobe White. Ça va me permettre de faire des mini scouting reports pour tous ces prospects dont vous évoquiez le nom dans les commentaires. Et analyser tout ça, ça va me donner pas mal d'indices pour répondre à ma question du jour. Alors je la répète avant le générique, qui les Lakers vont-ils drafter avec leur pick numéro 4? C'est le sujet du Airball Project de ce week-end. Comme prévu selon l'ordre alphabétique, on commence par Jarrett Culver. Le gars est l'un des 2 seuls que l'on va étudier qui a fait 2 saisons en NCAA. Forcément, il est un poil plus mature donc du haut de ses 20 piges. Ça va, 20 ans c'est pas un vieux non plus. J'ai jamais dit ça, mais quand on voit la façon dont il a progressé entre sa première et sa 2e année à la fac, on se dit que c'est pas forcément une mauvaise idée de prendre son temps à l'université. Jamais il aurait pu envisager de se faire drafter si haut il y a 1 an à la sortie de sa saison freshman à Texas Tech. Il y en a qui feraient mieux d'en prendre de la graine, ouais, mais il ressemble à quoi ton joueur? Culver, pour commencer, c'est un poste 2 qui peut aussi être décalé au poste 3. Il mesure 1m98, pèse 88 kg et a une envergure de 2m06. Point de vue physique, même si ça lui ferait pas de mal de prendre un peu d'épaule, c'est prometteur. Niveau stats aussi, c'est plutôt complet, suffit de jeter un œil là-haut, il coche toutes les cases ou presque. Ce qui m'impressionne mine de rien dans ces chiffres, c'est ses 6,4 rebonds par match. C'est loin d'être le joueur le plus grand parmi ceux qu'on va étudier aujourd'hui, c'est pas non plus celui qui a le plus d'envergure, mais c'est celui qui gobe le plus de ballons après les shoots manqués. Ah c'est intéressant ça, mais c'est quoi du coup ses forces et ses points à travailler? Ses forces me semblent évidentes. S'il a autant progressé l'an dernier, c'est qu'il a une très bonne mentalité. C'est un très gros bosseur, Jarrett Culver. C'est déjà un bon point, mais ce que j'aime bien aussi, c'est ses fondamentaux. Il a un bon dribble, un bon sens du jeu, un bon premier pas et très bonne capacité de drive. Le mec sait faire à peu près tout ce qu'on demande à un basketteur. Ajoute à ça sa capacité à défendre sur les postes 1, 2 et 3 et ça lui donne une polyvalence super intéressante. Enfin, j'aimerais parler de son QI basket. En attaque, déjà, le mec maîtrise l'art du pick and roll. Il fait très souvent les bons choix. Il score quand il est ouvert et passe la balle quand ses coéquipiers sont démarqués. Ça a l'air simple dit comme ça, mais ça demande une certaine maturité et une très bonne connaissance du jeu. Puis ça se voit en défense aussi, son placement et son très bon sens de l'anticipation lui permet de voler pas mal de ballons. Ça fait clairement saliver ce que tu dis, le gars sait tout faire, faut qu'il travaille quoi alors? Eh bien ça peut paraître un peu bizarre, mais j'aimerais qu'il travaille tout. C'est un peu un souci en fait cette polyvalence, parce que Culver sait tout faire, mais il n'est spécialiste en rien. Il n'y a aucun domaine dans lequel il excelle vraiment, et je t'avoue que je trouve ça un peu dommage. Par exemple, sa mécanique de shoot est correcte, mais il manque clairement de constance, et ses pourcentages sont médiocres. Son dribble est bon, mais il manque de rapidité. Son physique
physique est intéressant, mais ses qualités athlétiques méritent d'être développées. Et c'est un peu comme ça dans tous les secteurs, à chaque fois il y a une limite. Je vois, c'est embêtant, mais un mec qui sait tout faire, ça peut quand même devenir un excellent roleplayer. Tout à fait, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'un pick numéro 4 de la draft, d'être seulement un roleplayer? Je pense pas, alors va falloir qu'il progresse, et là encore il y a des choses qui m'inquiètent un peu. C'est cool qu'il soit un bosseur, mais Culver a tellement step up l'an dernier que je me demande s'il a pas déjà atteint son plafond ou presque. Peut-il encore progresser dans tous les domaines comme il vient déjà de le faire? Même s'il prendra sûrement du muscle, je ne pense pas. Et si son potentiel est déjà atteint ou pas loin, ce sera sûrement difficile pour lui de briller autant en NBA que ce qu'il l'a fait en NCAA. Surtout qu'on l'a vu lors de la finale de la March Madness face à la défense physique de Virginia, Culver a galéré. Son 5 sur 22 au tir ce jour-là a fait mal au sien. Alors pour conclure, faut noter quand même que le gars a un bon niveau plancher. Rares sont ceux qui sont aussi polyvalents dans cette draft et qui maîtrisent autant les fondamentaux. Il pourra défendre, scorer et même faire jouer les autres, c'est déjà bien. Si on sélectionne Culver, on sait à quoi s'attendre et on est à peu près sûr de pas être trop déçu. Il a déjà le niveau requis pour obtenir une vingtaine de minutes de temps de jeu dans la plupart des équipes de la ligue. Mais voilà, pour devenir un jour un leader en NBA, faudra en faire plus. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai mes quelques doutes sur sa capacité à progresser encore de façon significative. Ouais, je crois que t'as été clair, Culver a peu de chances d'être un bust, mais ce sera difficilement un jour un All-Star en NBA. C'est à peu près ça, ouais. La force qu'il a, c'est qu'il pourra s'intégrer dans n'importe quel collectif et apporter sa pierre à l'édifice. Même si j'aimerais au minimum le voir shooter avec davantage de consistance dans le futur, il a au moins le mérite d'être une valeur hyper sûre dans cette draft. Whatever I gotta do to win is my role. Je parle maintenant de Darius Garland. Garland, ça me dit quelque chose, ça vient d'où? De son père, Winston Garland, qui a passé 7 saisons NBA et qui a fait des perfs assez intéressantes. Et Darius, lui aussi, c'est un meneur de poche. Il a 19 ans, est issu de Vanderbilt, mesure 1m88 et pèse 78 kg. Le gars est un peu en mode poids-plume pour la NBA, son envergure de 1m95 ne lui donne pas trop de longueur. Ah mais c'est pas non plus forcément rédhibitoire, il y en a qui ont quand même réussi malgré ça. Fais voir ses stats un peu. Il faut noter, c'est son adresse et sa capacité à scorer. Un mec qui est à 48% à 3 points, même s'il est fin, ça peut faire saliver. Il suffit de voir ce que fait Trae Young avec les Hawks pour s'en convaincre. Dis-toi qu'en plus Garland shoot plus de 6 fois par match derrière la ligne. Il a une bonne distance et c'est pas juste un mec qui prend les shoots ouverts. Et pour moi, ça donne encore plus de valeur à ses pourcentages. Ben tu vois, j'aime bien ce que j'entends là, liste-moi ses forces et ses faiblesses. T'en as pas marre de me donner des ordres, en tout cas tu l'as compris, Garland c'est un vrai meneur-scoreur. Il est créatif quand il a le ballon, peut finir des deux mains, a une bonne adresse et d'excellents moves. Ce qui est fort, c'est sa capacité à slalomer, à mettre dans le vent ses défenseurs et à finir en finesse. Ça lui évite de prendre trop de contre ou de s'écraser complètement sur les contacts. Développer ses skills a été un bon moyen de compenser son physique fluet. Puis il faut que je te parle de son handle aussi, le mec sait tricoter. Ça lui permet de créer pour lui, d'obtenir des espaces et d'augmenter encore sa capacité de scoring. Garland est très bon pour dégainer en sortie de dribble et présente un excellent step back. Ça améliore forcément sa panoplie de scoreurs. Et enfin, je ne serais pas complet si je n'ajoutais pas que le gars est très rapide, très vif. Ça lui permet de galoper en transition, soit pour scorer, soit pour servir ses coéquipiers. Donc c'est clair, Darius Garland n'est pas grand, Darius Garland n'est pas costaud, mais Darius Garland est une vraie mobilette. J'ai quand même l'impression que le mec est un attaquant d'élite. Son manque de physique et de taille, il le compense avec sa vitesse et ses moves. Tu travaillerais quoi si t'étais lui? Ouais, il compense, mais je travaillerais quand même la masse musculaire avant tout. Mieux encaisser les contacts, lui ajouterait encore de la variété à sa panoplie offensive. Mais surtout, ça lui permettrait de mieux tenir la route en défense. Et je dis pas non plus que le gars est un incapable, mais c'est un domaine qui m'inquiète. J'ai vraiment peur qu'il ne fasse pas le poids face aux meneurs surathlétiques en NBA. Sa vivacité et sa vitesse de pied compensent un poil là encore, mais pour moi ça suffira pas. Son futur coach risque de devoir le cacher au moins dans un premier temps s'il ne veut pas qu'il prenne la foudre constamment sur les 1 contre 1. J'attends donc clairement de lui qu'il squatte la salle de muscu, mais on le sait, certains physiques ne gonflent jamais et j'ai peur que ce soit le cas de celui de Darius Garland. Il a eu des pépins au genou en plus, non? Ouais, j'avoue, c'est un peu inquiétant, il n'a joué que 5 matchs cette saison et ça nous donne un échantillon très faible pour évaluer son niveau de jeu. Sa blessure au ménisque semble guérie, mais Garland pourrait s'avérer très fragile, raison de plus pour prendre du muscle. C'est son seul point faible, ce manque flagrant de kilos? C'est le plus important selon moi, même s'il arrive à faire avec. Mais je trouve quand même que son playmaking laisse à désirer, ce n'est pas un passeur d'élite, loin de là. Malgré ce qu'il a tendance à dire en affirmant que c'est un pass first player, il a tendance à beaucoup plus jouer pour lui avant de chercher les autres. Honnêtement, j'aimerais bien qu'il progresse dans ce domaine. Parce que même si je le vois bien marquer sa quinzaine de points par match en enchaînant les missiles à 3 points et les flotteurs, je pense qu'il va rencontrer quelques murs en NBA. Et là, plutôt que de s'écraser dedans, ce serait pas mal qu'il apprenne à lâcher la balle un peu plus. Franchement, les joueurs qui perdent plus de ballons qu'ils ne font de passes décisives, j'ai jamais été un grand fan. Ça s'entend, tu penses quoi de lui alors de façon globale? Alors avec Garland, on a un gars qui sait mettre le ballon dans le panier et qui a un potentiel de scoreur d'élite. Mais parallèlement, on a aussi un mec qui ne se musclera probablement jamais assez pour devenir un bon défenseur. Et j'aimerais aussi qu'avec l'expérience, il progresse dans l'organisation du jeu. Pour moi, c'est là que se situe l'essentiel de sa marge de progression. Mais bon, quand même, ce qui me plaît bien chez Garland, c'est qu'il semble conscient de ses qualités et de ses défauts et qu'il arrive à capitaliser dessus sans être obligé de trop forcer. À voir maintenant si ça suffit en NBA. That's the goal, so
On passe maintenant à DeAndre Hunter, un profil totalement différent. Comme Culver, il a fait 2 saisons à la fac, et à 21 ans et demi passés, c'est le joueur le plus âgé de ceux qu'on étudie aujourd'hui. Ça doit le rendre plus mature du coup. Ouais, surtout avec le titre NCAA, tout juste remporté sous les couleurs de Virginia. En finale, le mec a fait un match énorme, réalisant un excellent boulot défensif sur Jarrett Culver tout en scorant 27 points. Le mec peut être un two-way player féroce. Mais avant d'étudier son jeu, parlons de ses caractéristiques. Le mec mesure 2m01, pèse 101 kg et a une envergure de 2m18. C'est énorme, surtout pour un mec voué à jouer au poste 3 comme l'était DeAndre Hunter. Le gars ne force rien, fait beaucoup de choses et je pense qu'il a vraiment bien fait de ne pas se présenter à la draft en 2018. Privé de March Madness en raison d'une blessure au poignet lors de son année freshman, il a pu montrer tout son talent cette année dans les phases finales en menant son équipe jusqu'au sommet. En 2 saisons, j'imagine que t'as pu évaluer ses forces et ses faiblesses. Ça donne quoi du coup? Sa force numéro 1, c'est la défense. Pour moi, il est l'un des tout meilleurs dans ce domaine dans cette cuvée de draft. Il a l'envergure, les mains et la vitesse latérale pour être efficace au périmètre. Mais il a aussi le placement, la taille et les qualités athlétiques pour défendre la peinture. Le gars est quasiment capable de switcher sur tous les postes et pas de doute, ça va plaire à beaucoup d'entraîneurs en NBA. Après, j'aimerais parler de son jeu sans ballon. Le gars sait se démarquer, faire des cuts, se faire oublier et conclure facilement. Il profite des écrans et sait comment marquer des points lorsqu'il reçoit le ballon en étant ouvert. Il est suffisamment athlétique pour se lâcher et finir en puissance, mais est aussi suffisamment adroit pour sanctionner à 3 points quand il a un peu d'espace. Avec ce combo de qualité, on sait que quoi qu'il arrive, DeAndre Hunter sera au moins un 3&D efficace en NBA. C'est déjà très bien, t'as fait le tour des points forts? Non, j'aimerais aussi parler de son mental. Ce que j'aime chez Hunter, c'est que c'est un gars constant et régulier. Il est focus sur toutes les situations, sur toute la durée d'un match et ne se laisse que rarement dépasser par ses émotions. On parlait de maturité pour Hunter à 22 ans et c'est un mot qui me va tout à fait pour parler de lui. Mais bon, parlons maintenant des doutes que j'ai parce que forcément tout ne peut pas être tout rose. Et pour moi, le premier est lié à sa capacité de créateur. Je disais tout à l'heure que le gars était bon dans le jeu sans ballon, mais c'est pas tout à fait pareil lorsqu'il a la gonfle. Il manque sûrement d'un peu de skills et son handle est à taffer. En NCAA, déjà, il s'est souvent montré en difficulté lorsqu'il a voulu se créer de l'espace seul. Surtout qu'en plus de ça, sa mécanique de shoot est lente, alors ne compte pas sur lui en ISO pour l'instant. D'accord, mais de toute façon, c'est pas ce qu'on demande à un 3&D de savoir créer pour lui. C'est ça, mais là je te parle d'un potentiel pick 4 de la draft. Je pense qu'en choisissant si haut, on est en droit d'espérer plus d'un joueur qu'il se contente de dégainer quand il est ouvert et de défendre. Le truc, c'est que j'aimerais qu'il force davantage son talent, qu'il prenne un volume de shoot plus important. C'est pas le moins talentueux, mais c'est pourtant celui qui shoot le moins parmi les 5 joueurs que l'on étudie et de loin. Alors ça viendra peut-être avec le temps, surtout si le mec progresse à la création. Mais Hunter, s'il arrive à prendre ses responsabilités offensives de façon régulière, son potentiel paraît ouf. Suffit de voir ce que ça a donné en finale face à Texas Tech lorsqu'il était chaud. Très à l'aise en défense mais peu constant en attaque, Hunter est tout de même déjà NBA ready. Rien que pour sa capacité à étouffer le meilleur joueur adverse, je suis persuadé que le mec peut avoir un rôle déjà dans la plupart des équipes. Il passera ensuite un cap en taffant ses skills et en osant plus prendre ses responsabilités en attaque. Mais cette mentalité offensive, impossible de savoir s'il l'obtiendra un jour. Il est désormais l'heure de parler de notre 4e prospect du jour, Cam Reddish. Coéquipier de Zion Williamson et RJ Barrett à Duke, le mec peut aussi bien occuper le poste 2 que le poste 3. Il va sur ses 20 ans, mesure 2m03, pèse 97 kg et a une envergure de 2m16. Encore un physique idéal pour le basket moderne. Tout à fait, mais ses stats à Duke ne reflètent pas tant que ça ses capacités. Bien sûr, marquer plus de 13 points par match aux côtés de mecs comme Zion Williamson ou RJ Barrett, c'est déjà pas mal, mais son adresse a tendance à me faire pleurer. Et je suis pas le seul, ça a nourri quelques inquiétudes et ça a clairement fait baisser sa cote avant la draft. Mais abordons ses qualités maintenant et commençons par son shoot. Le gars a une mécanique magnifique et une très bonne coordination. Ses appuis se placent vite dans l'axe et Reddish a un très bon équilibre en l'air. Bah pourquoi ça rentre pas alors? On en parlera plus tard, mais pour continuer sur ses qualités, j'aimerais parler de sa capacité à créer pour lui. Il a un bon dribble, maîtrise les crosses, les hésitations, il sait prendre les écrans dans le rythme et n'est pas loin d'avoir le handle d'un combo guard. Il peut jouer en ISO, se dégager de l'espace et même finir au cercle grâce à son toucher, ses épaules et sa très bonne capacité à encaisser les contacts. Vraiment, Cam Reddish a non seulement le corps, mais aussi tous les skills pour devenir un attaquant d'élite. Et est-ce qu'il peut être un two-way player lui aussi? Ça donne quoi de l'autre côté du terrain? Soyons clairs, t'as vu sa longueur de bras, je mets clairement la défense du côté de ses qualités. Le mec est long, rapide et costaud. Il a une bonne science du placement, est efficace dans ses mouvements, il anticipe bien et est capable de gêner les joueurs du poste 1 à 4. Bon, et qu'est-ce qui va pas chez lui alors? Pourquoi il est pas candidat au top 3 et pourquoi il met pas ses shoots? Et bah en fait, ce qui me questionne, c'est son manque d'agressivité. Le mec peut vite perdre confiance
confiance s'il ne touche pas assez la balle et manque ses shoots de loin. Et dans ces moments-là, plutôt que de se faire violence, il a tendance à complètement s'effacer. Il fuit presque le ballon et laisse aux autres le soin de créer. Le mec peut paraître un peu soft parfois et il n'a pas cette rage qui lui permettrait clairement de booster son jeu. Ouais, avec un mental comme ça, j'arrive plus ou moins à comprendre ce qui s'est passé cette saison. Pas facile de trouver une place entre R.J. Barrett et Zion Williamson. D'autres points à travailler? Un autre pour moi, et je pense qu'il est un peu lié. Quand on regarde jouer Cam Reddish, on peut avoir l'impression qu'il manque d'explosivité. Et si je dis que c'est lié, c'est qu'encore une fois, on a l'impression qu'il est capable, mais qu'il a un peu peur de se faire mal. Du coup, c'est gênant. Parfois, on a l'impression qu'il a même du mal à battre un défenseur moins physique sur le premier pas. Et il a une fâcheuse tendance à tenter des long twos en pull-up plutôt que de tenter de s'approcher du cercle. Bon, après, je suis sévère, il est pas maladroit sur ses tirs, loin de là, mais on sait très bien que ses shoots ne sont pas les plus efficaces du basket, n'est-ce pas, Daryl Morey? Ah, ça, c'est sûr, j'aime pas les long twos, moi. Shootez plutôt à 3 points, les gars. Et comme je disais, Reddish a des moves, et jusque-là, ça a suffi pour briller sans avoir à aller au charbon. Mais ses pourcentages pourraient augmenter tellement avec cette agressivité en plus. En tout cas, si on exclut ses failles, surtout d'ordre mental, la longueur et les skills de Reddish font de lui le prototype parfait du basketteur moderne. Ça lui donne un potentiel phénoménal. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il peut devenir une énorme déception s'il n'arrive pas à développer au minimum un instinct de tueur. Mais en parallèle, dans le jeu, il a tout ce qu'il faut pour devenir à terme le meilleur joueur de sa cuvée. Ça fait donc de lui un pari très risqué, mais potentiellement hyper lucratif. I can do it all. I feel like I'm capable of doing everything, on both sides of the floor. And I'm asking an opportunity to show that. Enfin vient le tour de Coby White, un meneur de jeu de 19 ans issu de North Carolina. Avec son physique de 1m96 pour 84 kg, il peut aussi tout à fait être décalé au poste 2. Il lui manque peut-être juste un peu d'envergure pour être en capacité de défendre sur des arrières plus grands. 1m95 de wingspan, c'est un peu l'edge. C'est autant que Darius Garland dont on a parlé tout à l'heure, qui pourtant fait 8 cm de moins. S'il a que 19 ans, j'imagine qu'il a fait qu'une seule saison à la fac. Ça a donné quoi? Ça a donné du lourd, le mec. Marque des points, prend des rebonds, fait des passes. Tu vois vite que malgré des pourcentages assez faibles, le mec pèse dans le jeu. Alors parlons de ses qualités pour commencer. Coby White est un scoreur né, capable de marquer des points de toutes les façons imaginables. Il peut être efficace avec ou sans la balle, et contrairement à Cam Reddish dont on vient de parler par exemple, tu sens que Coby White a vraiment envie de faire péter tous les compteurs offensivement. Et puis rajoute à ça que le gars c'est Speedy Gonzalez, il exécute tous les moves avec une rapidité incroyable. Par sa vitesse de déplacement et son handle, il arrive très régulièrement à prendre le dessus sur son adversaire direct et a déjà pété quelques chevilles. Et ce tempo élevé, ça l'aide de l'autre côté du terrain aussi. Soyons clairs, sa faible envergure l'empêchera toute sa carrière d'être un défenseur d'élite, mais sa vitesse latérale lui permet de compenser un minimum. Surtout qu'avec ça, il a le placement, les épaules, l'explosivité et surtout la volonté de bien défendre. Malgré ses petits bras, il est tout à fait en capacité de faire au moins le minimum face à des joueurs de sa taille. Là encore, j'ai l'impression que tu me parles d'un joueur très complet, même s'il pourra pas défendre sur plus grand que lui. T'as fini avec ses qualités? Presque, je voudrais évoquer son leadership aussi. Coby White, c'est un joueur qui a un certain charisme, qui joue avec passion, qui a du style et un excellent body language. Il donne l'impression de pouvoir faire en sorte que ses coéquipiers se surpassent dans son sillage, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Coby White. J'ai toujours kiffé les mecs motivés et motivants, mais parlons maintenant des doutes que j'ai. Lui, s'il est maladroit, c'est pour des raisons tout autres que le manque de confiance. Avec ses skills offensifs, White croit trop souvent qu'il peut scorer de n'importe où et face à n'importe qui, quitte à prendre des shoots très tôt dans les possessions. Ses choix offensifs sont souvent douteux, il est capable d'enchaîner quelques briques sans jamais se poser la question d'arrêter de tirer. Le mec va très vite, mais ça lui ferait du bien souvent de se poser un peu, de regarder où sont ses coéquipiers et de prendre le temps de construire plutôt que d'être tout le temps pied au plancher. Ça, j'ai l'impression que pour l'instant au moins il en est difficilement capable, il est beaucoup trop pressé d'aller vers le cercle. Ça viendra peut-être avec l'expérience et un bon coach ça. Autre chose? Ouais, je sais pas trop comment le définir succinctement, mais disons que je le trouve un peu entre deux postes. Si tu le mets en meneur de jeu, faut t'attendre à avoir beaucoup de déchets pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et même s'il fait quelques passes décisives, c'est souvent en dernier recours lorsqu'il est coincé sous le cercle. C'est altruiste, c'est sûr, mais ça fait pas de lui non plus un super playmaker. Et si tu le mets au poste 2, c'est en défense qu'il va souffrir. Malgré toute sa volonté, son explosivité et sa vitesse, je le vois mal défendre sur des arrières souvent beaucoup plus longs en NBA. Alors moi, perso, je le ferais jouer au poste 1, mais faudrait réussir à le canaliser. Mais pour conclure, faut dire que Coby White a les qualités de ses défauts. Il donne tout, il joue vite et sûrement un peu trop, mais au final, ça lui donne la capacité d'être hyper spectaculaire et d'emmener tous ses coéquipiers dans son sillage. It's a dream come true. It's a process. I'm enjoying it. It's a grind, but it's a lot going on. But you can't help but to be excited to be here. Alors je vais récapituler en quelques mots. Jarrett Culver est un joueur déjà accompli et polyvalent, mais il n'est spécialiste dans aucun domaine et pose question sur son potentiel. Darius Garland est un meneur malin et créatif offensivement, mais qui devra pousser de la fonte et progresser dans le playmaking. DeAndre Hunter est un défenseur d'élite au mental d'acier, mais qui devra progresser dans la création pour lui pour passer au niveau supérieur. Cam Reddish a le physique et le potentiel pour devenir un jour All-Star, mais qui devra vraiment gagner
gagner en créativité s'il ne veut pas être une grosse déception. Coby White est une boule d'énergie qui peut prendre feu, mais qui devra arrêter de confondre vitesse et précipitation pour devenir un meneur sûr. Ce que j'aime chez ces joueurs, c'est qu'ils présentent tous un profil bien différent. J'ai l'impression, ouais, c'est dur de choisir, hein, mais c'est le moment de répondre à ta question du jour. Qui les Lakers doit-il choisir avec leur pick numéro 4? Pour moi, il faut mixer deux choses, comme j'expliquais en intro. Les besoins des Lakers et le potentiel du joueur en cas de transfert. Et le premier que j'écarterai, c'est Coby White. Le mec est un feu follet qui peut faire du bien en sortie de banc, mais dans une équipe aussi ambitieuse que les Lakers, je me demande s'il pourra un jour avoir mieux qu'un rôle de 6ème homme. Ses choix offensifs et son manque d'envergure m'inquiètent un peu. Tu vas pas nous faire croire que c'est nul d'être 6ème homme. Je serais mal placé pour dire ça, mais je suis persuadé qu'il y a moyen de trouver mieux avec le pick numéro 4. Puis en cas de trade, c'est pas le meilleur plan non plus. Les équipes qui transféreront une star aux Lakers seront probablement plus dans l'optique de construire autour de joueurs à fort potentiel que de gagner tout de suite. Et en termes de potentiel, Hunter et Reddish par exemple me semblent capables d'atteindre un plafond bien plus haut qu'un Coby White qui, quoi qu'il arrive, ne verra pas ses bras pousser. J'entends tes arguments, il en reste donc 4, qui d'autre tu dégages? Jarrett Culver, même si les Lakers semblent intéressés, je me demande s'il apportera une vraie plus-value par rapport à un Josh Hart déjà présent dans l'effectif. Le profil des deux joueurs est sûrement trop similaire et l'ancien de Villanova a l'avantage de l'expérience. Du coup, je vois pas trop quel rôle Culver aurait à LA dans le contexte actuel. Surtout que je pense que LeBron a besoin de shooters autour de lui et parmi les joueurs étudiés, l'arrière est sûrement celui qui a le moins de qualité dans ce domaine. Donc honnêtement, à moins d'être sûr de conclure un trade avec une équipe qui aurait flashé sur Culver, ce qui n'est tout de même pas à exclure vu les qualités du bonhomme, je ne vois pas l'intérêt pour les Lakers de le drafter. Je l'écarte donc lui aussi et il me reste Darius Garland, DeAndre Hunter et Cam Reddish. Là, j'ai plus d'hésitation. Et ben, fais les choses dans l'ordre, commence par Garland. Ah, Garland, c'est lui qui est favori pour ce pick numéro 4 si l'on écoute certains sites références comme ESPN ou Tankaton. Il faut dire que son côté joueur street et ses capacités offensives, ça peut être très intéressant. Même si Alonzo Ball, qui évolue à son poste aux Lakers, je trouve les deux joueurs très complémentaires. Garland est malin, met du rythme, possède un excellent shoot et pourrait apporter aux Lakers quelque chose qu'ils n'ont pas. Franchement, je trouve l'idée très bonne, mais j'apporterai une limite. Le gars a un physique frêle, il a été blessé, sa potentielle fragilité et le faible échantillon qu'on a eu de lui à la fac peut susciter de la méfiance. Ça, les autres GM vont peut-être pas aimer, et si les Californiens veulent transférer leur pick, Garland n'est donc pas le meilleur choix. Ok, donc tu dégages pas Garland, mais à condition que les Lakers le gardent, c'est ça? T'as tout compris, et j'enchaîne avec DeAndre Hunter, parce que lui, en cas de trade, ça peut être un très bon plan. Parmi les joueurs étudiés, il est sûrement celui qui possède le niveau plancher le plus haut, tout en présentant un excellent potentiel. Le gars vaut de l'or sur le marché, surtout après sa perf en finale de la March Madness. Si les Lakers sont sûrs de vouloir transférer leurs joueurs, il fait partie des pistes à étudier sérieusement. Mais là encore, j'apporterai une limite. Si tous les trades échouent, t'en fais quoi de Hunter à LA? Honnêtement, je le vois pas jouer au poste 4, il manque de move en post-up pour ça. Et si tu décales LeBron à ce poste, je préfère clairement voir à ses côtés un shooter créateur comme les Brandon Ingram. Tu l'auras compris, malgré toutes ses qualités, défensives notamment, je ne vois pas Hunter comme un joueur LeBron compatible. Lui, c'est l'inverse de Garland, donc ça peut être une bonne idée de le drafter, mais à condition d'être sûr de le transférer. Et Reddish au milieu de tout ça. Et ben, à première vue, je trouve que c'est pas mal du tout Cam Reddish pour le jeu des Lakers. C'est un vrai shooter qui manque surtout de confiance et possède pas mal de qualités. En fait, je crois juste qu'il lui manque du travail et de la répétition pour être bien dans sa tête. Taffer et côtoyer au quotidien un mec comme LeBron pourrait lui donner un gros coup de boost de ce côté-là. C'est qui tout double, hein, c'est sûr, mais la situation peut s'avérer pas mal. Attends, tout à l'heure t'as écarté Culver parce que son profil était trop proche de celui de Josh Hart. C'est pas un peu le même problème avec Reddish et Brandon Ingram? Un point pour toi sur ce coup-là parce que t'as clairement pas tort. Mais franchement, regarde, tu mets LeBron au poste 4, au poste 2 tu mets Reddish et au poste 3 tu mets Ingram. Pour moi, ça peut vraiment envoyer. Bien sûr, leurs profils se ressemblent, et alors, les mecs savent shooter et peuvent créer. On n'en a jamais assez des joueurs de ce type dans un 5 majeur, surtout s'ils savent défendre. Et puis en cas de transfert, c'est pas mal non plus Reddish comme choix. Comme je le disais tout à l'heure, les équipes qui traderont avec les Lakers auront surtout la volonté de tenter des paris pour l'avenir. Alors Reddish, c'est risqué, beaucoup plus que Hunter selon moi, mais si ça paye, ça peut rapporter beaucoup. En tout cas, vous l'aurez compris, parce qu'il fit bien avec la team et représente un bon asset en cas de transfert, ma boule de cristal conseille aux Lakers de drafter Cam Reddish avec leur pick numéro 4 derrière Zion Williamson, Ja Morant et RJ Barrett. Voilà pour ce qui est du pick 4 des Lakers, voilà pour ce qui est de ce 9ème Airball Project. Mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et comme je le disais en début de vidéo, c'est un concours avec Basket le Mag que je vous propose aujourd'hui. Le numéro de juin vient de sortir avec à l'intérieur un gros dossier sur Marine Johannes et son futur en WNBA. Et pour ceux qui préfèrent le basket masculin, il y a aussi un excellent article sur les histoires les plus folles de l'histoire de la draft. Avouez, c'est d'actualité. Comme d'hab, c'est bien écrit, très complet et hyper bien documenté. Mais parlons de ce qui vous intéresse. Vu qu'ils sont cool chez Basket le Mag, c'est à nouveau 2 abonnements découvertes de
3 mois qu'ils vous font gagner cette semaine. Mais pas si vite, pour avoir une chance de remporter le gros lot, va falloir répondre correctement à une question. Je vous rassure, elle est hyper facile. Combien y a-t-il de choix de draft au total cette année, premier et deuxième tour compris? Vous avez la réponse, notez-la en commentaire, ça vous donnera une chance d'être l'un des 2 gagnants tirés au sort. Et bien sûr, comme habituellement, j'annoncerai les noms des 2 vainqueurs dans la prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, comme le dit Théo Malédon, abonnez-vous à la chaîne 6ème Homme. Et activez la cloche pour avoir les notifications. Pour le reste de l'actu, vous le savez, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver un excellent article de Gauthier Hartmann qui évoque la situation salariale des Knicks et parle des plans possibles pour l'off-season. Et je parle des Knicks là, mais allez checker parce qu'il y aura un article comme ça par équipe de NBA. C'est bien ça permettra d'y voir plus clair, tu penseras à mettre le lien en description. Ouais, comme d'hab, comme pour le lien de l'invitation Discord que je mets à chaque fois aussi. Ceux qui connaissent pas encore, vous savez pas ce que vous ratez, c'est un forum qui réunit toute la communauté. Aujourd'hui on est plus de 400 et l'ambiance est hyper agréable. Et puis comme d'habitude, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir ce serait que vous me mettiez un énorme pouce bleu si vous voulez que je fasse encore plus de Airball Project sur les prospects l'an prochain. A très vite.